La saga des hommes-dieux par Philippe José Farmer. Le faiseur d'univers. Roman traduit de l'anglais par Michel Deutsch. Chapitre 4. Ils se mirent en marche, mains enlacées, vers la grève d'où leur parvenait le grondement du ressac. Ils n'avaient pas fait 100 mètres qu'ils virent un premier Gworl surgir de derrière un arbre. Le monstre, qui paraissait aussi surpris qu'eux, dégaina d'un geste vif et, se retournant, cria quelque chose. Un instant plus tard, ils étaient 7, chacun armé d'un long poignard à la lame recourbée. Wolf et Chryséis avaient une 50aine de mètres d'avance sur eux. Wolf, qui n'avait pas lâché la trompe, s'élança au pas de course, entraînant sa compagne. Sans s'arrêter, il jetait de temps à autre un coup d'œil en arrière. La végétation était dense et faisait écran, mais il apercevait chaque fois au moins 1 ou 2 Gworls. « Le rocher !» jeta-t-il à Chryséis. « Il est juste devant nous. C'est par là que nous allons leur fausser compagnie. » En disant ces mots, il comprit qu'il ne désirait pas regagner son monde natal. Même si celui-ci représentait un moyen d'évasion et une cachette provisoire, il ne voulait pas y retourner. La perspective d'y demeurer prisonnier, incapable de s'en échapper à nouveau, était si effrayante qu'il décida presque de ne pas souffler dans la trompe. Pourtant, il fallait bien s'y résigner. Il n'existait pas d'autre refuge que la terre. Mais il n'eut pas à choisir. Plusieurs silhouettes sombres étaient accroupies au bord du bloc rocheux. Elles se redressèrent, 3 Gworls aux longues canines blanches qui agitaient des couteaux étincelants. Wolf et Chryséis obliquèrent tandis que les 3 nouveaux Gworls se précipitaient sur leurs talons. « Où peut-on aller » demanda Wolf d'une voix haletante. « Jusqu'au bord, » dit-elle. « Ils ne nous suivront pas. Je suis déjà descendu le long de la paroi périphérique. Il y a des grottes, mais c'est dangereux. » Il ne répondit pas pour économiser son souffle. Ses jambes étaient lourdes, sa gorge et ses poumons étaient en feu. Chryséis paraissait être en meilleure forme. Son allure était souple et régulière, sa respiration n'était pas hachée. « Dans 2 minutes, nous y serons, » fit-elle. Il avait l'impression que le trajet durait beaucoup plus longtemps, mais chaque fois qu'il était à bout de force, il se retournait, et la vue de leurs poursuivants leur apportait un regain de courage. Les Gworls ne gagnaient pas de terrain, mais ils s'obstinaient. Ils couraient en se balançant sur leurs jambes courtes et torses, une expression résolue sur leurs traits bosselés. « Peut-être qu'ils nous laisseraient tranquilles si tu leur donnais la trompe, » suggéra Chryséis. « Je crois que c'est elle qui les intéresse, pas nous. »« S'il le faut, je m'y résoudrai, mais seulement en dernier recours. » Le sol s'éleva soudain. La pente était abrupte. Les jambes de Wolf étaient plus pesantes que jamais, mais il avait trouvé son second souffle, et il se sentait en état de poursuivre encore un peu sa course. Enfin, ils atteignirent le faîte de la colline. Ils se tenaient maintenant au bord d'une falaise. Chryséis s'approcha de l'abîme, se pencha pour l'examiner et fit signe à Wolf de la rejoindre. Il obéit, se pencha à son tour, son estomac se contracta comme un poing qui se ferme. Une paroi verticale, un mur de rochers noirs et luisants, long de plusieurs kilomètres, et puis le vide. Rien. Rien que le ciel vert. Ainsi, c'est le bord du monde, murmura-t-il. Chryséis garda le silence. Elle allait et venait, attentive, s'arrêtant brièvement de temps en temps pour inspecter la limite de la falaise. « Allons un peu plus loin, dit-elle enfin, jusqu'à ce groupe d'arbres. » Elle se remit à courir dans la direction indiquée et Wolf la suivit. Au même instant, un Gworl jaillit des broussailles, se retourna pour crier quelque chose, manifestement pour signaler à ses congénères qu'il avait trouvé la proie, et, sans plus attendre, passa à l'attaque. Wolf fonça sur lui. Quand le monstre brandit son couteau, le terrien lança sa trompe à toute volée. La manœuvre surprit le Gworl. Peut-être fut-il ébloui par les reflets du soleil jouant sur l'instrument. En tout cas, le délai fut suffisant pour permettre à Wolf de se ruer sur son adversaire. Les doigts épais et velus du Gworl se refermèrent sur la trompe, et il poussa une clameur de joie, mais, déjà, le couteau de Wolf menaçait sa bedaine proéminente. Le Gworl leva son propre poignard, et les 2 lames s'entrechoquèrent. Ainsi, mis en échec, Wolf eut la tentation de rompre. Le Gworl était visiblement expérimenté dans l'art du combat au couteau. Il était lui-même un escrimeur expérimenté, et il n'avait jamais abandonné l'entraînement. Mais il y a une grosse différence entre le duel à l'épée et l'ignoble rixe au couteau. Il ne l'ignorait pas. Pourtant, il n'était pas question de battre en retraite. D'abord parce qu'il aurait le poignard de son adversaire entre les épaules avant d'avoir fait 3 pas. Ensuite, parce que le Gworl serrait toujours la trompe dans son poing noueux. Non, capituler était hors de question. Réalisant que Wolf était en difficulté, le Gworl ricana, découvrant de longues canines acérées et jaunâtres.
Quelque chose passa comme un éclair d'or bruni à côté de Wolf, quelque chose derrière quoi flottait une chevelure noire rayée de bandes auburn. Le Gworl écarquilla les yeux et fit un pas à gauche. L'extrémité d'une perche constituée par une longue branche dépouillée de ses feuilles et d'une partie de son écorce le heurta en pleine poitrine. Chryséis se trouvait à l'autre bout de ce bélier. Elle courait à toute vitesse, comme un athlète sur le stade, mais, juste avant l'impact, elle abaissa la branche morte. Son élan était tel que le monstre tomba à la renverse et que la trompe roula sur le sol. Mais il ne lâcha pas son arme. Wolf bondit. Sa lame s'enfonça dans le cou du Gworl, juste entre deux nodosités cartilagineuses. Les muscles étaient durs et coriaces à cet endroit, mais pas assez, cependant, pour faire obstacle à l'acier qui sectionna la trachée. Puis il tendit à Chryséis le poignard de sa victime. Elle le prit, mais elle paraissait en état de choc. Il la gifla brutalement, et ses yeux retrouvèrent leur éclat. « C'est très bien ce que tu as fait » s'écria-t-il alors. Il s'empara de la ceinture du cadavre, qu'il ceignit. À présent, il possédait 3 couteaux. Il glissa dans le fourreau vide le poignard ensanglanté, ramassa la trompe et prit la main de Chryséis. Tous deux se remirent à courir. Derrière eux s'éleva le ululement d'un Gworl. Heureusement, les fugitifs avaient quelques 30 mètres d'avance qu'ils conservèrent jusqu'au bout. Quand ils atteignirent le bouquet d'arbres, Chryséis passa devant Wolf, se pencha au-dessus du précipice et s'y laissa glisser. Avant de la suivre aveuglément, Wolf jeta un coup d'œil en bas et vit qu'elle était suspendue dans le vide, accrochée par les mains à une petite saillie qui se trouvait à moins de 2 mètres en contrebas. Elle lâcha sa prise et atterrit sur une corniche inférieure, encore plus étroite. Mais celle-ci n'avait pas de fin. Elle descendait le long de la paroi selon un angle de 45 degrés. Il était possible de la suivre en faisant face à la muraille et en prenant appui sur les paumes. Wolf avait glissé la trompe dans sa ceinture pour avoir les mains libres et il progressait derrière Chryséis. Il eut un nouveau ululement. Il leva la tête. Le Gworl de tête était en train de se laisser choir sur la première corniche. Quand Wolf se tourna vers Chryséis, la stupeur faillit le faire basculer. La dryade avait disparu. Il se pencha avec précaution, s'attendant à voir le corps de Chryséis glisser le long du sombre rempart, plongé dans les profondeurs de l'abîme vert. « Wolf !» Un visage émergea de la masse même du rocher. « Il y a une grotte ! Vite !» Tremblant, inondé de sueur, il avança pouce par pouce. Bientôt, il atteignit l'infractuosité. La voûte de la grotte se trouvait à plusieurs dizaines de centimètres au-dessus de sa tête et, allongeant les bras, il touchait presque les parois latérales. Devant lui, les ténèbres. « C'est profond ?» demanda-t-il. « Pas très, mais il y a une cheminée naturelle, une faille qui plonge dans le roc et aboutit au fond du monde. Il n'y a rien au-delà, rien que l'air et le ciel. »« Ce n'est pas possible, » fit-il doucement. « Et pourtant, c'est comme ça. Un univers construit sur des principes physiques totalement différents du mien. Une planète plate entourée d'une bordure. Mais je ne comprends pas comment la pesanteur peut se manifester. Et où est le centre de ce monde ?» Chryséis haussa les épaules. « Le Seigneur me l'a sans doute dit jadis, mais j'ai oublié. J'avais même oublié qu'il m'avait dit que la terre était ronde. » Wolf défit sa ceinture et, ayant détaché les fourreaux, il la boucla autour d'une pierre ovale qui pesait 5 kilos environ. Mais auparavant, il se servit d'un couteau pour percer dans le cuir un trou supplémentaire pour l'ardillon. Ainsi lestée, la lanière constituait une sorte de masse d'armes. « Chryséis, tu te tiendras à côté de moi légèrement en retrait. Si j'en rate un qui réussisse à passer, tu le pousseras pendant qu'il sera en porte-à-faux. Mais prends garde à ne pas tomber en même temps. Crois-tu que tu en seras capable ?» Elle fait signe que oui, mais visiblement, elle n'était pas assez sûre d'elle pour se risquer à parler. « C'est beaucoup exigé de toi, je sais. Et si tu craquais, je le comprendrais. Mais tu es de vieille souche hellénique, une race bien trempée. Les Grecs de l'Antiquité étaient des gens qui ne manquaient pas de ressort. Tu ne peux pas avoir perdu ta force d'âme, même dans ce pseudo-paradis débilitant. »« Je n'étais pas achéenne, j'étais une smintéenne. Mais en un sens, tu as raison, je suis plus forte que je ne l'aurais pensé. Seulement il n'est pas commode de s'y habituer. » Wolf reprenait courage, car il s'était attendu à une autre réaction. Si Chryséis ne lâchait pas, tous deux conservaient une chance de s'en sortir. Mais si elle sombrait dans l'hystérie, il pourrait, en revanche, succomber sous l'assaut des Gworl. « Quand on parle du loup, » murmura-t-il en voyant des doigts noueux, noirs et velus apparaître au coin de l'ouverture de la grotte. La sangle tournoya et la pierre écrasa la main de l'intrus. Un mugissement de surprise et de douleur s'éleva, suivi du ululement prolongé qui accompagna la chute du Gworl. Wolf n'attendit pas l'arrivée du suivant. Il s'approcha aussi près que possible de l'étroit entablement et balança à nouveau son arme. La pierre oscilla et heurta quelque chose de mou. Il eut un second cri dont l'écho, à son tour, mourut dans le vide du ciel vert. « 3 de moins !» s'écria le terrien. « Reste 7, à condition qu'il n'ait pas reçu de renfort. » Il se tourna vers Chryséis. «
Peut-être leur est-il impossible de pénétrer à l'intérieur de la grotte, mais ils peuvent nous obliger à sortir par la fin. »« La trompe !» Il éclata de rire. « Ils ne nous laisseraient pas partir, même si je la leur donnais, et je n'ai nullement l'intention de le faire. Je préférerais encore la lancer au fond du ciel. » Une silhouette, qui oscillait, se profila devant la bouche de la grotte. Un Gworl qui se laissait glisser le long de la paroi. Les pieds du monstre touchèrent la corniche extérieure. Une seconde, il ballotta d'avant en arrière, puis se propulsa à l'intérieur de l'excavation, roulé en boule. Il se releva instantanément. Wolf fut tellement surpris qu'il ne réagit pas tout de suite. Il n'avait pas prévu que leur poursuivant emprunterait cette voie. En effet, le rocher au-dessus de la grotte paraissait dépourvu d'aspérité. Pourtant, le Gworl avait réussi cet exploit d'alpiniste. Et il était là, dressé bien d'aplomb sur ses jambes, le poignard au poing. Wolf fit à nouveau tournoyer la ceinture lestée. Le monstre lança son couteau. Le terrien l'esquiva, mais la pierre manqua sa cible. Elle passa au-dessus du crâne bosselé du Gworl tandis que la lame frôlait l'épaule de Wolf. Comme il plongeait pour ramasser son propre couteau, un second Gworl se laissa choir à l'intérieur de l'infractuosité. Un troisième, qui, lui, était passé par la corniche, surgit à son tour. Wolf reçut un coup sur la tête. Sa vue se brouilla, sa perception devint floue, et ses genoux mollirent. Quand il se réveilla, la tempe douloureuse, il éprouva une sensation affolante. Il avait l'impression de flotter, la tête en bas, au-dessus d'un immense disque noir et luisant. Il avait une corde autour du cou, et les mains liées dans le dos. Il était suspendu dans le vide, les pieds en l'air. Pourtant, la corde ne lui serrait pas la gorge. Quand il tordit le cou, il constata que celle-ci plongeait dans une fissure qui s'ouvrait dans le disque et d'où émanait une lointaine et pâle luminosité. Il gémit, ferma les yeux, les rouvrit. Tout tournait autour de lui, mais brusquement, il se réorienta et comprit qu'il n'était pas suspendu sans dessus-dessous au mépris des lois de la pesanteur. Ce disque, au-dessus de lui, était le fond de la planète et l'étendue verte, en dessous, était le ciel. « Je devrais être mort étranglé à l'heure qu'il est, songea-t-il. Mais il n'y a pas de gravité pour me tirer vers le bas. » Il lança un coup de pied dans le vide et la réaction le souleva. La crevasse béante se rapprocha. La tête de Wolf s'inséra dans l'ouverture, mais il éprouva une résistance grandissante. Le mouvement ascensionnel ralentit, finit par s'interrompre, et il retomba comme si son crâne s'était heurté à un invisible ressort comprimé. Il ne s'immobilisa que lorsque la corde se fut à nouveau tendue. Ainsi, les Gworl, après l'avoir assommé, l'avaient fait glisser dans cette cheminée naturelle, où, plus probablement, il l'y avait convoyé. Le puits était assez étroit pour qu'un homme puisse y descendre le dos appuyé à une paroi, les mains à la paroi opposée. Il y avait de quoi écorcher vif n'importe qui, mais le cuir velu des Gworl paraissait suffisamment coriace pour leur permettre de faire l'aller et retour sans en pâtir. Ensuite, on lui avait noué une corde autour du cou, et il avait été précipité dans le vide. Aucun moyen de remonter. Il était condamné à mourir de faim. Son corps se balancerait au vent de l'espace jusqu'à ce que la corde soit pourrie, mais il ne tomberait pas pour autant. Il flotterait dans l'ombre portée du disque. Les deux Gworl qui l'avaient fait basculer de la corniche étaient tombés, certes, mais l'accélération due à la chute les avait entraînés au loin. Si désespérée que fût la situation, il ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la configuration gravifique de la planète plate. Il devait y avoir un centre à sa base même. L'attraction s'exerçait là-haut, du côté opposé. Sur cette face, elle était nulle. Et qu'était-il advenu de Chryséis? Les Gworl l'avaient-ils tué comme son ami? En tout cas, c'était à dessein qu'ils ne l'avaient pas pendu en même temps que lui, afin qu'il ignore son sort. Cela faisait partie du supplice. Aussi longtemps qu'il vivrait au bout de cette corde, il se demanderait ce qui était arrivé à Chryséis. Il se perdrait en conjectures plus atroces les unes que les autres. Ainsi, accroché, il faisait un angle de quelques degrés par rapport à la verticale. En raison de l'absence de pesanteur, il ne pouvait osciller à la manière d'un pendule. Bien qu'il fût dans l'ombre du disque noir, il parvenait à suivre la trajectoire du soleil. L'astre lui-même était invisible, mais sa lumière tombait sur le contour de la planète plate et se déplaçait lentement. La partie illuminée du ciel vert flamboyait entre les secteurs obscurs. Puis, une luminosité plus pâle courut sur le rebord, et il comprit que c'était la lune poursuivant le soleil. Il songea. Il doit être minuit. Si les Gworl l'emmènent vivante, ils sont sans doute déjà en pleine mer. S'ils l'ont torturée, elle est peut-être morte. J'espère qu'elle l'est s'ils lui ont fait subir des sévices. Tout à coup, la corde se raidit. Le nœud se resserra autour de son cou, pas suffisamment toutefois pour l'étrangler, et il sentit qu'on le tirait vers le haut. Il leva la tête pour voir qui le hissait ainsi, mais l'obscurité qui noyait la cheminée était impénétrable. Son crâne creva la trame gravifique. Cela ressemble à la membrane créée par la tension superficielle d'un liquide, se dit-il, et il fut arraché au gouffre. De grands bras puissants se saisirent de lui, le serrant contre une poitrine velue, rude et chaude.
Une haleine chargée d'alcool caressa son visage, et une bouche parcheminée lui griffa la joue, tandis que la créature qui l'étreignait remontait pouce par pouce à l'intérieur du puits. Elle cédait des jambes, et sa fourrure crissait contre le rocher. La remontée se poursuivit. Un bond, un brusque arrêt pendant que le porteur cherchait une nouvelle prise pour son pied, un raclement, un nouveau bond. « Ipséwas » demanda Wolf. « Ipséwas » confirma le zébrille. « Mais ne parle pas. Il faut que j'économise mon souffle. Ce n'est pas facile. » Wolf obéit, bien qu'il brûlât d'interroger le zébrille sur le sort de Chryséis. Quand ils eurent émergé du puits, Ipséwas détacha la corde et laissa tomber son fardeau sur le sol de la grotte. Wolf osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Où est Chryséis » Le zébrille le retourna et entreprit de lui libérer les poignets. Il haletait encore à la suite de l'effort qu'il avait fourni. Il répondit néanmoins. « Les Gourls l'ont emmené avec eux dans un gros bateau qui se dirige vers la montagne de l'autre côté de la mer. Elle m'a appelé à l'aide. Elle m'a supplié d'aller à son secours. Je suppose qu'un de ses ravisseurs l'a alors assommé. Moi, j'étais saoul comme le seigneur et à moitié inconscient, en train de prendre du bon temps avec Otonoé. Tu sais, l'Akowile qui a une grande bouche. Avant de s'évanouir, Chryséis a hurlé quelque chose où il était question de toi, et que tu étais suspendu en dessous du monde, là où il y a le trou. Je ne comprenais pas ce qu'elle me racontait, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu là. Si longtemps que j'aime mieux ne pas y penser. D'ailleurs, en vérité, je ne sais pas depuis quand. Tout ça, c'est très nébuleux, tu sais. Non, je ne sais pas, mais je crains fort de finir moi aussi dans les brouillards de l'alcool si je reste encore ici quelque temps. J'ai bien pensé aller à sa rescousse, mais les Gourls agitaient leurs longs couteaux brillants, me criant qu'ils allaient me tuer. Quand je les ai vus sortir leur bateau des broussailles, je me suis dit que s'ils me tuaient, qu'est-ce que ça pouvait faire, hein? Je n'allais pas me laisser intimider par leurs menaces et leur permettre d'emmener cette pauvre petite Chryséis, le seigneur sait tout. On était amis tous les deux autrefois, à l'époque de Troie, je veux dire. Quoique depuis un bout de temps, il n'y eut pas grand-chose entre nous. Depuis un bon bout de temps. Bref. Subitement, j'ai eu envie de vivre une vraie aventure, quelque chose qui serait réellement excitant. Et puis ces sales créatures pleines de bosses partout, je les exècre. Je me suis rué en avant, mais ils avaient déjà mis leur bateau à l'eau avec Chryséis dedans. J'ai cherché Nistoictus, je me disais que de cette manière, je pourrais peut-être éperonner leur embarcation. Une fois dans l'eau, poignard ou pas, j'étais sûr de les avoir. Et de la façon dont ils se tenaient dans leur bateau, il était visible qu'ils n'étaient pas à leur aise en mer. Je ne pense pas qu'ils soient capables de nager. Moi non plus. Mais il n'y avait pas un seul Histoictus en vue. Le vent poussait le bateau vers le large. Il était gréé d'une grande voile latine. Je suis retourné auprès d'Otonoé et j'ai encore bu un coup. J'étais sûr qu'ils allaient faire du mal à Chryséis. C'était une idée insupportable et je voulais me saouler pour ne plus y penser. Mais Otonoé, béni soit son pauvre cerveau, m'a rappelé ses dernières paroles. Je suis parti en courant, il m'a fallu un moment pour retrouver l'emplacement des corniches qui conduisent à la grotte. J'ai failli abandonner et me remettre à boire, mais quelque chose m'obligeait à continuer. Peut-être parce que je voulais faire au moins une bonne action. Il y a des éternités que je n'ai fait ni bonne ni mauvaise action. Si tu n'étais pas venu, je serais mort de soif au bout de cette corde. Maintenant, Chryséis a une chance de s'en tirer, si j'arrive à la retrouver, et je vais aller tout de suite à sa recherche. Tu m'accompagnes ? Wolf pensait qu'Ipséwas dirait oui tout d'abord, mais que, devant la perspective de la traversée, il ne resterait pas longtemps fidèle à sa résolution. Aussi fut-il surpris de le voir se jeter à l'eau et nager à toute vitesse en direction d'un Histoictus dont on apercevait le haut de la coquille. Il l'enfourcha et, stimulant les centres nerveux du mollusque, visibles sous forme de grosses taches pourpres ponctuant son épiderme, il le guida vers la plage. Obéissant aux instructions du zébrille, Wolf comprima un point précis du corps du poisson à voile, c'était la traduction littérale de Histoictus, afin de l'immobiliser, tandis que le zébrille s'affairait à ramasser une ample provision de fruits, de baies et surtout de noix à punch. « Il faut que nous ayons de quoi manger, et principalement de quoi boire » murmura Ipséwas. « Le voyage qui nous attend sera peut-être long, je ne me rappelle pas. » Dès que les vivres eurent été stockés dans l'un des réceptacles naturels que formait la coquille du poisson à voile, ils partirent. Le vent gonfla la mince voile cartilagineuse, l'eau que le mollusque avalait était rejetée par une valve charnue située en poupe. « Les Gourls ont de l'avance, mais leur vitesse ne peut rivaliser avec la nôtre, » déclara Ipséwas. « Il leur sera impossible d'aborder sur l'autre rive avant nous. » Ayant dit cela, le zébrille ouvrit une noix à punch et proposa à Wolf de se rafraîchir, ce que le terrien ne refusa pas. Il était épuisé, à bout de nerfs. Il s'installa à l'intérieur d'une échancrure que présentait la coquille du mollusque dont la chair était tiède contre sa peau nue, et bientôt il sombra dans le sommeil.
Sa dernière vision fut celle du corps zébré d'Ipséoas, buvant à la régalade le contenu d'une noix à punch. Quand il se réveilla, le soleil venait d'apparaître. La pleine lune, elle était toujours pleine car l'ombre de la planète ne l'occultait jamais, se levait de l'autre côté de la montagne. Il n'avait plus soif, mais il avait faim. Il mangea quelques fruits riches en protéines. Ipséoas lui fit faire connaissance avec les baies de sang. C'étaient de petits globes marrons et luisants qui poussaient en grappe à l'extrémité d'espèces de tiges charnues dont la coquille de l'Histoictus était hérissée. Chacune de ces sphères, du diamètre d'une balle de baseball, était protégée par une mince pellicule facile à déchirer, d'où giclait un liquide qui avait l'apparence et la saveur du sang. Quant à la pulpe, son goût était celui du steak tartare, agrémenté d'un soupçon de crevettes. « Les grains tombent lorsqu'ils sont mûrs et les poissons se régalent, » expliqua le zébrille. « Il y en a quelques-uns qui échouent sur la plage, mais c'est bien meilleur quand on les cueille directement. » « Ces Histoictus sont vraiment très pratiques, » constata Wolf. « C'est presque trop beau pour être vrai. » « Le Seigneur les a conçus et créés pour son plaisir et pour le nôtre, » répondit Ipséoas. « C'est le Seigneur qui a fabriqué cet univers ?» lui demanda Wolf, qui ne savait plus trop si cette histoire était ou non un mythe. Ipséoas s'offrit une nouvelle rasade et répliqua. « Il est préférable que tu le crois, car, dans le cas contraire, le Seigneur te finira. N'importe comment, les choses étant ce qu'elles sont, je doute fort qu'ils te permettent longtemps de continuer à vivre. Il n'aime pas les intrus. » Ipséoas leva la noix qui lui servait de récipient. « Je bois à ta survie et à la damnation du Seigneur. » Il laissa tomber la noix et bondit sur Wolf qui, surpris par cette attaque imprévue, n'eut pas le temps de se défendre. Il s'affala dans le creux où il avait dormi, écrasé sous le poids d'Ipséoas. « Silence !» ordonna ce dernier. « Roule-toi en boule et ne bouge pas avant mon signal. Voilà un œil du Seigneur qui approche. » Wolf se recroquevilla sur lui-même, s'efforçant de se dissimuler dans l'ombre de la coquille. Néanmoins, il jeta un coup d'œil et aperçut la silhouette anguleuse d'un corbeau qui paraissait avoir l'intention de se poser sur la poupe de l'embarcation improvisée. Il poussa un juron étouffé. « Il va me repérer, ce n'est pas possible autrement !» chuchota-t-il. « Pas de panique !» rétorqua Ipséoas. À cette exhortation succéda un cri d'étonnement. Il y eut un bruit sourd, un jaillissement d'eau et un hurlement. Wolf sursauta et leva la tête. Il vit le corbeau qui pendait mollement, prisonnier de 2 cerfs géantes. Si l'oiseau avait l'envergure d'un aigle royal, le rapace qui avait fondu sur lui comme un éclair était 6 fois plus gros. C'était un aigle vert pâle, à la tête rougeâtre et au bec jaune. Ses ailes, qui avaient au moins 9 mètres de longue chacune, battaient lourdement, tandis qu'il s'efforçait de prendre son essor en emportant sa proie. Lentement, il s'élevait, gagnait de l'altitude, mais avant de disparaître, il tourna le cou et Wolf vit ses yeux, 2 noirs boucliers à la surface desquels flamboyaient les flammes de la mort. Il frissonna. C'était la première fois qu'il se trouvait en face de la volupté du meurtre à l'état pur. « Tu peux trembler !» dit Ipséoas, tendant vers lui un visage fendu d'un large sourire. « C'était l'un des petits familiers de Podarge. Elle est le Seigneur, et n'hésiterait pas à lui donner la sauce si l'occasion s'en présentait, même en sachant que ce serait sa fin. Et ce serait sa fin. Il lui est impossible d'approcher le Seigneur, mais elle peut ordonner à ses familiers de dévorer ses espions ailés, comme tu as pu t'en rendre compte. » Wolf se mit debout et suivit des yeux l'aigle qui s'éloignait avec sa victime. « Qui est Podarge ?»« C'est un monstre créé par le Seigneur, comme moi. Jadis, elle vivait, elle aussi, sur les rivages de la mer Égée. C'était une ravissante jouvencelle. Je te parle de l'époque du grand roi Priam, du divin Achille et de l'industrieux Ulysse. Je les ai bien connus. S'ils me voyaient maintenant, moi, Ipséoas le Crétois, qui fut un vaillant nautonnier, un courageux porte-lance, ils se détourneraient tous avec mépris. Mais revenons-en à Podarge. Le Seigneur l'a enlevé pour la déposer sur ce monde. Il a fabriqué un corps monstrueux dans lequel il a inséré le cerveau de la jeune Vierge. Podarge habite une grotte quelque part sur la face même de la montagne. Elle exècre le Seigneur. Elle déteste autant les êtres humains normaux qu'elle dévorerait si ses petits familiers ne le faisaient d'abord. Mais c'est avant tout au Seigneur que va sa haine. C'étaient là à peu près tous les renseignements que possédait Ipséoas sur le compte de Podarge. Sauf qu'il savait qu'elle s'appelait autrement avant son rapt. Il se rappelait également l'avoir jadis connue. Wolf continua de l'interroger, car tout ce que pouvait lui raconter le zébril à propos d'Agamemnon, d'Achille, d'Ulysse et des autres héros homériques ne manquait pas de l'intéresser. Il précisa à son compagnon qu'Agamemnon était censé avoir été un personnage historique. Mais Achille et Ulysse avaient-ils vraiment existé ? Bien sûr, grogna Ipséoas.
Je vois que cette époque excite ta curiosité, mais je ne puis t'en dire grand-chose. Il y a si longtemps. J'ai connu depuis trop de jours d'oisiveté. Que dis-je? De jours, de siècles, de millénaires. Seul le Seigneur le sait. Et en plus, j'ai ingurgité trop d'alcool. Wolf continua de questionner son compagnon jusqu'au cœur de la nuit, mais ne fut guère récompensé de ses efforts. Ipséwas, que cet interrogatoire ennuyait, vida la moitié des noix à punch et finalement s'endormit en ronflant. Les vers et les ors de l'aube éclairèrent la montagne. L'eau était si transparente que Wolf distinguait des milliers de poissons aux formes fantastiques et aux couleurs merveilleuses. Une otarie à la livrée orange jaillit des profondeurs, une créature semblable à un diamant vivant dans la gueule. Une pieuvre veinée de pourpre fila à reculons, frôlant le pinnipède. Un être monstrueux, livide, fit surface l'espace d'une seconde et plongea à nouveau dans l'abîme. Bientôt le grondement du ressac s'éleva. Une mince frange d'écume ourlait le pied du mont Tayafayawet. La montagne, qui paraissait tellement lisse de loin, était, vue de près, grêlée de fissures, hérissée d'éperons et de promontoires, balafrée de cicatrices, ponctuée de geysers rocailleux pétrifiés. Le Tayafayawet s'élevait à perte de vue. Il dominait le monde. Wolf secoua Ipséwas qui finit par se lever en maugréant, cligna des yeux, se gratta, toussa et tendit la main vers une noix à punch. Enfin, cédant aux instances de Wolf, le zébril modifia le cap suivi par le poisson à voile afin que la course de celui-ci fût parallèle à la base du massif. « Oh, je connaissais le coin, dit-il. Un jour, j'ai même eu l'idée de grimper en haut de la montagne pour essayer de mettre la main sur le Seigneur et le... » Il s'interrompit, se frotta le crâne, grimaça et lâcha. « Et le tuer. Voilà, je savais bien que le mot me reviendrait, mais je n'ai pas eu assez de courage pour tenter l'opération tout seul. »« Maintenant, je suis avec toi, » dit Wolf. Ipséwas hocha la tête et s'offrit une nouvelle rasade. « Le temps a passé. Si tu avais été avec moi à ce moment-là... Mais parler ne sert à rien. Tu n'étais pas né à l'époque. Ton arrière-grand-père lui-même n'était pas né. Non, il est trop tard. » Il se tut et se concentra sur le pilotage. Il dirigeait le poisson à voile vers une infractuosité de la montagne. Brusquement, le mollusque géant fit un écart. Le cartilage qui servait de voile s'affaissa mollement le long de l'épine osseuse faisant office de mât. Une énorme vague souleva l'animal et les deux occupants de la coquille se trouvèrent soudain dans les eaux calmes d'une sorte de fjord étroit et obscur, bordé de parois à pic. Ipséwas désigna du doigt une série de gradins rudimentaires. « Passe par ce chemin. Tu couvriras une bonne distance. Je ne sais pas jusqu'où tu pourras aller. Moi, j'étais si fatigué, j'avais tellement peur que j'ai fait demi-tour pour regagner le jardin, en me promettant de ne plus jamais revenir. » Wolf fit le siège du zébril. Il avait besoin, affirmait-il, de sa force physique. Et Chryséis aussi. Mais Ipséwas se borna à secouer sa tête massive. « Je te donnerai ma bénédiction. Elle vaut ce qu'elle vaut. »« Je te remercie quand même. Si tu n'étais pas venu à la rescousse, je serais encore en train de me balancer au bout de cette corde. Je te reverrai peut-être, avec Chryséis. »« Le Seigneur est trop puissant. Quelle chance as-tu en face d'un être capable de créer son univers personnel ?»« J'ai toutes mes chances. Aussi longtemps que je me battrai et que je me servirai de ma matière grise, rien ne sera perdu. » Il sauta à terre et glissa sur la roche mouillée. « C'est un mauvais présage, ami !» s'écria Ipséwas. Wolf se retourna, sourit et répondit. « Je ne crois pas aux présages, grec superstitieux. Adieu !» C'était Le Faiseur d'univers de Philippe José Farmer. Chapitre 4. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.